Écoutez bien, ce n'est plus une rumeur. La vérité, c'est que Carlos Baleba et ses représentants sont en train de finaliser les derniers détails. Pour quoi faire? Pour soumettre dès le mois de novembre une demande officielle de transfert à Brighton. Oui, une demande de départ pour le mercato de janvier 2026, et sa destination, sans le moindre doute, c'est Manchester United. Désormais, la balle n'est plus dans le camp de Baleba. Elle est dans celui de Manchester United. Prenons un peu de recul. Baleba. 21 ans à peine, mais déjà l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe. Sa progression depuis son arrivée à Brighton à l'été 2023 a été stupéfiante. Lecture du jeu, puissance dans les duels, et une qualité de passe d'une grande précision. Il est donc capable de faire les deux, à la fois être un verrou défensif et la première rampe de lancement de toutes les offensives. J'ai déjà analysé toutes ces qualités dans une vidéo il y a 2 mois. Si Manchester United parvenait à convaincre Brighton, il ne mettrait pas seulement la main sur un milieu de grand talent. Il tiendrait là Konambola un joueur capable d'exécuter à la perfection le plan de jeu d'Amorim. Mais c'est là que la dure réalité de la saison 2025-2026 entre en jeu. Carlos Baleba connaît un début de saison compliqué. Sa forme est, pour être honnête, très mauvaise. À tel point que j'en viens parfois à me demander si Manchester United n'a pas par chance échappé à une catastrophe avec ce transfert avorté. Alors quelle est la véritable question que nous devons analyser ici? Pourquoi un talent si exceptionnel peut-il connaître une chute de régime aussi brutale? Le problème vient-il de lui ou du système qui l'entoure? Et Manchester United doit-il vraiment parier sur un joyau qui semble si fragile? Ce sont des questions très intéressantes. Regardons les deux versions de Carlos Baleba. Lors de sa première saison 2023-24, il arrive et impressionne. Puissant. Le successeur parfait de Moises Caicedo. Un taux de duel gagné élevé, beaucoup de ballons récupérés, et surtout une sérénité balle au pied qui n'a cessé de croître. En le voyant, nous y voyons tous un milieu de terrain complet, un numéro 6 d'avenir. Maintenant, regardons ses 7 premiers matchs cette saison. Une dégringolade. Ce n'est pas qu'un simple coup de mou. C'est un effondrement soudain. On a l'impression de voir un joueur complètement différent. Et les chiffres, oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Son temps de jeu. En baisse avec seulement 50 minutes en moyenne par match alors qu'il a été titularisé 5 fois. Qu'est-ce que cela signifie? Que son propre entraîneur le voit et qu'il est obligé de le sortir pour préserver l'équilibre de son équipe. Ses actions défensives. De près de 5 tacles et interceptions par 90 minutes, il est tombé à un peu plus de 3. Les duels au sol. L'un de ses points forts, son taux de réussite, a chuté de 65% à seulement 52%. Mais le plus alarmant pour moi se situe ici, dans son jeu avec le ballon. Son taux de passe réussi est passé de 89 à 82%. Mais le pire chiffre, celui qui trahit un effondrement mental, le voici: le nombre de passes progressives par 90 minutes a chuté de manière dramatique. De plus de 3, il est tombé à une seule. Il porte moins le ballon dans le dernier tiers, il le perd plus souvent. Ces statistiques à Samesdi sont cruciales pour un milieu défensif. Et cette baisse de régime individuel se répercute sur le collectif de Brighton, qui n'a pris que 9 points en 7 matchs. Et avec cela, la confiance et la discipline s'envolent aussi. Le nombre de fautes a augmenté. Et il a déjà commis 2 erreurs menant directement à un tir adverse. Alors quelle histoire nous racontent ces chiffres? Ce n'est pas l'histoire d'un joueur qui a perdu son talent. Non, le talent ne disparaît pas en un été. Imaginez un instant. Si Carlos Baleba jouait pour Manchester United et livrait de telles performances, tout le monde arriverait à la même conclusion simpliste. C'est un flop. Le garçon a la tête ailleurs. La presse, les médias parleraient d'arrogance, de son attitude de problème extra-sportif. Et peut-être qu'il n'aurait pas tout à fait tort. L'entraîneur de Brighton lui-même, Fabian Hürzeler, l'a publiquement reconnu. Il a admis que la baisse de forme de Baleba était en partie due à l'impact psychologique de Southend de l'offre de Manchester United. Quand on est si jeune, l'attrait d'un club comme Manchester United et d'une offre aussi colossale ne peuvent que vous affecter. Et la conséquence de cette distraction se voit sur le terrain. Baleba semble déconcentré.
il est moins agressif dans les duels. Cette audace qu'il avait pour progresser avec le ballon a disparu, laissant place à des choix de sécurité. On a l'impression que sa tête est ailleurs, pas sur le terrain. Il y a bien eu quelques faibles lueurs de réveil, des éclairs de génie, lorsqu'il était en sélection avec le Cameroun. Mais cela ne fait que rendre le problème encore plus incompréhensible. Sa forme en club et en sélection est totalement incohérente. Cela nous amène à une question plus large. Est-ce un simple problème psychologique individuel ? Ou est-ce que cette psychologie n'est que le symptôme d'une maladie systémique plus profonde à Brighton ? Même, le système de Hürzeler serait-il en train d'évoluer d'une manière qui ne met plus en valeur les qualités de Baleba ? C'est difficile à dire. De l'extérieur, on ne peut pas savoir. Mais une chose est sûre, quand un talent du calibre de Baleba connaît une telle baisse de régime, l'explication n'est jamais simple. Et si Manchester United le veut vraiment, ils ne devront pas seulement payer. Ils devront aussi trouver la réponse à cette énigme. Cela nous mène à une confrontation inattendue, un triel à 3. L'été dernier, après l'échec du transfert de Carlos Baleba, Manchester United avait identifié 2 autres cibles potentielles, Elliot Anderson de Nottingham Forest et Adam Wharton de Crystal Palace. Et aujourd'hui, en regardant les performances des 3 en ce début de saison, il faut admettre une vérité qui dérange les difficultés de Baleba ont peut-être complètement chamboulé l'ordre des priorités. Celui qui était un choix évident, une garantie, est devenu un pari extrêmement risqué. Oublions les rumeurs. Regardons les chiffres, ces données froides qui ne mentent pas en moyenne par 90 minutes. En termes de temps de jeu, Anderson et Wharton ont joué beaucoup plus, ce qui montre la confiance que leur coach leur accorde. Mais allons plus loin dans le détail. Pour les actions défensives, tacles et interceptions, Anderson est en tête avec plus de 4 par match. Wharton est aussi à un très haut niveau, tandis que Baleba peine à dépasser les 3. Pour le taux de duel gagné une fois de plus, Anderson domine avec plus de 60%. Et Baleba. Le chiffre est alarmant, à peine 52%. Mais voici la partie la plus destructrice, la passe progressive, le fondement de tout milieu de terrain moderne. Anderson et Wharton tournent en moyenne à plus de 3 passes progressives par 90 minutes. Baleba, une seule. Une, c'est une chute vertigineuse. Sur le taux de passes réussies, Wharton est une machine de précision avec plus de 90%. Anderson est aussi très bon, tandis que Baleba, une fois de plus, est dernier. Pour les passes clés pour les contributions directes au but, le résultat est le même. Anderson surclasse Wharton étant irrégulier, et Baleba c'est le néant ou presque. Alors après toutes ces analyses, après tous ces chiffres, où en sommes-nous ? La dure vérité, c'est que la méforme de Carlos Baleba a complètement rebattu les cartes. Et elle a ouvert la porte à d'autres noms, à des joueurs qui sont en train de le dépasser. Parlons d'Elliot Anderson. Ce joueur cette saison est en pleine explosion. Il s'est métamorphosé en un véritable guerrier de l'entrejeu. Il est un mélange quasi parfait. D'un côté, il a une agressivité défensive impressionnante, faisant partie des 15% des joueurs qui taclent le plus dans le championnat. De l'autre, il possède une capacité à porter le ballon et à réaliser des passes progressives de très haut niveau. La légende Paul Scholes elle-même a dû admettre qu'à l'heure actuelle, il est meilleur que Declan Rice. C'est peut-être une comparaison un peu hâtive. Mais pour un prix estimé entre 40 et 50 millions de livres, je pense que c'est une affaire en or, une opportunité que Manchester United doit saisir immédiatement avant que cet Elliott ne rajoute lui-même 20 ou 30 millions à sa propre valeur en fin de saison. Et puis il y a Adam Wharton, un profil complètement différent. Ce n'est pas un guerrier, c'est un meneur de jeu reculé, deep lying playmaker dans toute sa splendeur. Sa qualité de passe et sa capacité à dicter le tempo sont d'un niveau élite. Et ne vous laissez pas tromper par son allure frêle. Il reste extrêmement efficace au duel avec un taux de réussite de 85% sur ses derniers matchs. On le compare déjà à une version light de Rodri, une comparaison qui témoigne de son immense potentiel. Bien sûr, le prix sera plus élevé, peut-être 60 ou 70 millions. Alors, quel est mon verdict final ? En se basant sur la forme actuelle, sur ce que nous avons vu, et sur le facteur prix, le recrutement d'Elliot Anderson serait un coup intelligent. Le transfert avec le meilleur rapport qualité-prix pour Manchester United à l'heure actuelle. Nous avons plus d'options et nous ne sommes plus en position de faiblesse
pour négocier comme c'était le cas cet été. C'est un grand avantage. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut totalement écarter le nom de Carlos Baleba. Cela ne fait que soulever des questions plus grandes, des interrogations auxquelles seul le temps pourra répondre. Est-il vrai que sa tête a tourné à cause des rumeurs ? Peut-il renverser la situation et retrouver son meilleur niveau ? Et surtout, si sa forme a été à ce point affectée par de simples rumeurs, qu'est-ce que cela dit de sa force mentale ? Est-il vraiment assez costaud pour supporter la pression inimaginable qui accompagne le maillot de Manchester United ? Ce sont les questions auxquelles Ruben Amorim et la direction doivent trouver les réponses.